vous connaissons. Cela fait des années que nous vous suivons, que nous épions vos moindres faits et gestes. Nous connaissons vos rêves, vos angoisses et vos secrets les plus enfouis. Nous sommes le réconfort dans vos moments de doute existentiel, la réponse à vos prières, mais votre punition aussi. Vous avez peur ? C'est bien, c'est très bien. Maintenant, regardez dans votre poche, dans votre sac ou votre portefeuille. Vous cherchez votre carte de crédit. C'est bon ? Vous l'avez maintenant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce message vous a été offert par Amazon. Amazon, vivez, achetez, maintenant. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour, bonsoir, le lait d'hippopotame est rose et vous écoutez l'École des facs, un podcast bimensuel de chroniques aux sujets variés parlant technologie et ou vie numérique. Pour cet épisode, nous recevons un chroniqueur invité de marque, Chaos, du podcast Chaos Theory. Bonsoir Chaos, ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous. Eh bien bonsoir, ça bonsoir me fait très plaisir d'être là aussi. Bonsoir Chaos. Ouais. Quelle voix podcastique. Alors tu as choisi de nous parler du GDRP, 4 lettres qui vont faire grincer des dents toutes les entreprises qui font du business en Europe. C'est ça ? C'est ça. On va parler un peu de sécurité des données des gens. Ce sera en première partie. Et en deuxième partie, Kepra. Bonsoir Kepra. Bonsoir. Salut Kepra. Pas bonsoir Kepra. Pour toi, les nouvelles technologies rendraient la vie presque trop facile. Eh oui, j'ai décidé de surfer sur la vague. Contaminé par Sous-X, de surfer sur la vague du pessimisme. Et je verrai donc un verre à moitié vide ce soir, je pense. Oh là là, l'image que vous donnez de moi. Avec nous dans le studio virtuel, Loise. Bonsoir Loise, comment ça va ? Bonsoir, bonsoir Loise. Et surtout à toutes les petites mamans au fond de la salle. C'est Salut, Madame Loise mamans. qui va être contente d'écouter ça. François Courtis, bonsoir François Courtis. Ouais, bonsoir, mais surtout bonsoir à toi là sur la petite chaise. Attention, c'est une maman quand même. Et enfin Sous-X, bien sûr. Bonsoir Sous-X, comment vas-tu ? Salut à toutes et à tous, ça va très bien. Et toi, Aymeric, comment vas-tu ? On ne te le demande pas assez souvent. Eh bien moi ça va très très bien. C'est pas comme si on enregistrait pour la deuxième fois cet épisode. Ne dévoile pas toutes tes coulisses, s'il te plaît. Et C'est la photo maman. Pour remplacer photo Cosmo maman. Flash et Flash Thompson qui sont absents pour raisons personnelles, les petits coquins, 3 petits points. Nous aurons peut-être Grumly qui interviendra de façon impromptue. Comment vas-tu, Grumly ? Salut Grumly. Lui, faut le tuer, sérieux. Qu'on en fait supporter. Tu l'as vexé, il a l'air tout triste. Ça vient tellement du fond du cœur. Pas besoin de... Les animaux Mascali. au fourneau. Et on attaque donc directement avec la chronique de Chaos. GDPR, le coffre à données. Eh ben on est parti. Donc on va parler de GDPR. Parce que donc Internet avant et les informations personnelles c'était un peu la fête du slip, mais donc c'était avant parce qu'il y a le GDPR qui arrive et ça risque de piquer un petit peu sur pas mal de boîtes en Europe. Alors qu'est-ce que c'est que le GDPR ? C'est le General Data Protection Regulation, ou en français le règlement général sur la protection des données. C'est moins classe en Alors, français. Hein. C'est moins classe, c'est pour ça Le qu'on gros garde PED. toujours. Voilà, on garde toujours les abréviations américaines, ça pète mieux. Alors, donc le but c'est quoi ? C'est de protéger ou d'anonymiser les DCP des gens.
donc les données à caractère personnel. Pourquoi on en arrive là ? Ouais, les données personnelles. On va revoir un petit peu à quoi ça correspond. Alors pourquoi on en est arrivé là ? Parce que donc d'après un sondage d'Opinionway qui est arrivé en début janvier 2017, 80% des entreprises ont constaté au moins une cyberattaque depuis le début de l'année. Donc que ça, c'est 34% de 1 à 3 cyberattaques, 15% entre 4 et 9 et ça va, et 21% ou 15 ou plus. Donc après c'est du ransomware, du DDoS, donc Denial of Services, ou des attaques virales, avec comme résultat la fuite des données personnelles des gens. Alors les grands axes du GDPR, on va revenir dessus, mais c'est la protection des informations de ses clients, la protection des informations de ses employés, et aussi la propriété de chacun de ses propres informations sur Internet. Alors, donc un truc comme ça paraît gros, on a le temps de le voir venir. Eh bien, figurez-vous que non, parce que c'est une loi qui a été adoptée en avril 2016 et qui va être mise en application dès le 25 mai 2018, où toutes les boîtes américaines, européennes qui traitent des données européennes vont devoir être en règle avec cette loi. Donc ça touche qui ? Ça va toucher... Comment ? Ça arrive vachement vite. Ça arrive très très vite et il y a eu un délai très très court, ça fait que 2 ans entre le vote de la loi et la mise en application, c'est qu'il y avait de gros besoins, visiblement. Donc qui ça va toucher ? Donc ça va toucher les sociétés qui sont privées, qui ont plus de 250 employés, et toutes les sociétés publiques de l'Union européenne, et à terme ça va toucher donc ces fameuses sociétés, mais aussi bien les filiales et les prestataires qui sont soit domiciliés en Europe, soit qui travaillent avec l'Europe. Donc je vous parle de DCP, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Une DCP, donc données à caractère personnel, c'est toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement. Et donc, à votre avis, pour vous, vos DCP, qu'est-ce que ça peut être dans votre société ou en règle générale ? Toutes les données qu'il y a sur mon CV déjà. Ouais, qui est toutes les données sur stocké ton quelque part. CV. Toutes les données d'identité, nom, prénom, date de naissance, code Voilà. numéro de sécu, etc. Ça peut être Ça ton, doit être numéro, stocké ça va dans être ton les- numéro de téléphone, mais bon, après, ça va plus loin. C'est ton dossier médical. Ça peut être tes revenus, tes transactions d'un point de vue finance. Ça peut être ton comportement sur Internet, donc ta navigation, c'est tes habitudes de consommation sur le net. Tes points retraite. Tes points retraite, ta géolocalisation, tes itinéraires, tout ça, c'est des données personnelles. Et donc, tout ça, ça dépendra de la loi. Ta navigation sur Internet, tu navigues pas sur Internet à la Cogip. Hein. Logiquement, Si, comment ça si ? Alors, il y a des entreprises qui t'empêchent d'aller sur Facebook et YouTube et d'autres qui te laissent y aller. Bon, Il y en a elle te où- laisse y aller, mais ta charte informatique que t'as signée dit bien que t'es censé le faire que pour le boulot. Hein. Oui, c'est ça, à la base pour le boulot. Mais tout ça, normalement, c'est logué, c'est stocké, et par habitude, c'est souvent stocké, même si on s'en sert pas, on se dit toujours, ah bah tiens, cette information, je pourrais en avoir besoin un jour, donc quoi qu'il arrive, je la stocke. Et puis, souvent, l'information, on l'oublie, et puis elle reste. Maintenant, ces informations-là, elles font partie de la loi, et on va devoir les gérer. Donc, on va devoir supprimer ou anonymiser ces DCP. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend ? Donc, d'un côté client, sur le stockage des informations que tu vas avoir sur un de tes clients, au bout de 6 mois, on va devoir supprimer toutes les informations de ton serveur, de tes serveurs. Et on devra rendre ces informations, si on en stocke quelques-unes, on devra les rendre impossibles de t'identifier, toi, par rapport à ces transactions, par rapport à ces infos. Donc c'est pas que ton numéro de carte bleue qui vont virer, c'est toutes les informations qu'on a citées un petit peu avant qui vont virer, qui vont dégager et qui ne seront plus exploitables et qui te permettront plus à la société de rapprocher toi, en tant qu'individu, de ces informations. Alors, une question On va pas leur idiote. vie- C'est totalement con parce que si tu as un client à l'année, il faut re-rentrer le client informatiquement. Alors lui, il va pouvoir te donner des autorisations, mais à la base, c'était dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est toi qui disais je veux que mes informations ne soient pas publiées ou ne soient pas utilisées à un certain nombre de fins. Là, c'est toi qui diras oui dans un certain nombre de cas. D'accord, donc tu pourras autoriser plus ou moins. Voilà, tout à fait.
Ok. Et donc, d'un côté interne, pour les gens à l'intérieur de la société, c'est les RH qui vont reprendre cher, c'est les recrutements. Parce que quand tu fais du recrutement, habituellement, qu'est-ce que tu fais ? Tu as ton candidat qui t'appelle, tu vas aller stocker toutes les informations, quand tu as passé ton bac, qu'est-ce que tu as eu comme diplôme, dans quoi tu as bossé comme boîte avant, etc., etc. Et ben là, tu pourras plus les stocker. Habituellement, les cabinets RH, ils se font une base de données énorme en se disant, je vais rappeler la personne dans 3 ans parce que j'en aurai besoin, et je ferai une recherche sur telle étude ou tel niveau d'études, et je vais peut-être les retrouver pour tel poste. Et ben non, là, quand tu vas faire du recrutement, tu vas choper juste le nom, le prénom et le numéro de téléphone pour passer à l'étape d'après, si tu dois faire un deuxième appel. Sinon, tu pourras rien stocker de plus, à part le moment où la personne va arriver dans la boîte, où tu auras le droit d'avoir un tout petit peu plus d'infos qui vont être stockées. C'est de l'anonymisation. Anonymisation, Oui. Ouais, c'est ça. Anonymisation. Tu le prononces vachement mieux que moi, Chaos. Mais j'ai fait un effort. J'ai bossé la chronique et je l'ai répété plusieurs fois avant. Vas-y, répète encore. Attention, si tu le répètes 3 fois d'affilée, Vas-y, tu le vas-y. fais Oui, pas. non, Allez, non, 3 après, oui, non. 3 fois et après il y a Beetlejuice. Ouais, ça marche pas. Alors, Ça marche aussi avec l'Adopi. et donc pareil, quand tu vas quitter ta boîte, ton log Windows, ton mail, ton numéro de sécu, ton numéro de badge pour la cantine, ton historique internet, ça devra disparaître des serveurs au bout de 6 mois. Donc ça en fait des informations, et dans tous les services, pas que dans le service informatique, mais dans le service paye, dans le service recrutement, dans tous les services que tu vas pouvoir avoir dans une boîte. Alors, donc ça c'est bien, on parlait des informations à l'intérieur d'une société, mais qu'est-ce que ça va changer dans notre vie d'internaute, et est-ce que Google, Facebook ou Amazon, qu'est-ce qu'ils en ont vraiment à faire ? Parce que c'est des boîtes tentaculaires et qui peuvent avoir des serveurs et des informations un petit peu partout. Et ça va leur changer pas mal de choses, parce que ils vont devoir se prêter au jeu de la loi aussi. Et donc, si tu es en Europe où tu traites des datas de gens qui sont en Europe, tu vas devoir stocker les informations, héberger les informations en Europe. Tes informations, toi, sous X, elles seront plus stockées sur un des serveurs dans un data center aux États-Unis pour Facebook ou pour Amazon. Elles seront stockées en Europe. Ils vont être obligés de déplacer les informations en Europe. De toute façon, lui, il a aucune donnée stockée nulle Non, part. mais Oui. Pourquoi suis-je voilà. la cible de cette chronique ? Parce que Je tu ne es sous sais pas. X. Parce que l'anonymat, ça te plaît bien. Oui, exactement. Mais je ne crois à aucun moment que les GAFA puissent s'installer Puis stocker en des Europe. informations sur toi. Non, s'installer en Europe et puis risquer de payer des impôts en Europe. C'est surtout ça. Ils vont pas avoir le choix, et puis ça se fait déjà pas mal depuis le début de l'année, parce que notre ami Microsoft est en train d'ouvrir plein de data centers pour le moment. Il a déjà dépensé 3 milliards de dollars pour pouvoir héberger Azure, Office 365, Dynamics 365. Non, mais c'est dans en leur Europe. intérêt, ça. Comment ? C'est leur intérêt, ça. Bien sûr, bien sûr. S'ils avaient le choix, ils seraient venus quand même. C'est pour gagner de l'argent, tout ça. Et pareil, Amazon, eux, ils avaient senti le vent venir très très vite, et on vous filera un lien. Mais ils ont doublé, triplé, quadruplé leur charte utilisateur, en disant qu'ils sont respectueux, que toutes les datas sont bien stockées en Europe, que toutes vos datas vous en êtes propriétaire, qu'ils font absolument ce que vous allez vouloir avec les informations qu'ils peuvent détenir sur vous. Alors, donc comme je vous le disais, on devient propriétaire de ces datas. Donc ça veut dire que toutes les informations qui peuvent être stockées, vous avez la possibilité de demander à n'importe quelle société de savoir toutes les informations que eux ont sur vous. Et après, vous allez pouvoir les demander de les supprimer, voire de les migrer ou de les porter ailleurs à votre convenance. Ça s'appelle la portabilité, et c'est ce qu'on connaissait déjà un petit peu avec le côté numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone, c'est le tien, tu l'as pris chez Orange. Avant, si tu changeais d'opérateur, tu changeais de numéro de téléphone. Maintenant, ton numéro, c'est le tien, c'est ta propriété, donc tu as le droit de le garder. Ce sera pareil avec toutes tes DCP. Alors, donc, a priori, on pourrait se dire que au pire, que ça sera jamais suivi, que les boîtes elles se donneront pas les moyens, ou au pire, elles s'en foutent. Eh bien, la loi implique déjà un devoir de formation, et d'informer tous ses employés de leurs droits. Donc ça va être plus compliqué de leur faire en douce. Et ça implique, à l'intérieur de chacune des sociétés, la nomination d'un DOP. Donc c'est Data Protection Officer.
qui va devoir travailler main dans la main et répondre de toute la stratégie de sa société sur tout plein de points envers la CNIL et de pouvoir répondre à toutes les demandes de la CNIL. Donc maintenant, il y a quelqu'un de nommé, ça partira pas n'importe où, je sais pas où est l'info. Il y a quelqu'un qui est censé centraliser toutes les informations personnelles et la stratégie de l'entreprise pour bosser avec la CNIL quand la CNIL a une demande. Donc ça crée des emplois. Voilà. Merci Emmanuel. C'est ça. Ça crée des emplois où habituellement c'est des gens qui vont être nommés. Donc ça va être un poste qui va être entre un poste juridique et un poste à la DSI parce qu'il connaît les systèmes d'information et comment sont stockées les infos. Ben donc voilà, au pire les gens se disent si je me fais piquer je vais payer et puis c'est bon ou ça va pas être cher. Bah ça risque d'être un petit peu cher quand même parce que si pour chaque infraction tu pourras payer jusqu'à 4% de ton chiffre d'affaires mondial ou jusqu'à 20 millions d'euros. Donc ça commence à piquer un petit peu pour chaque information qui fuite. Et si tu as donc conscience que tu as une info qui a fuité, tu as 72 heures pour prévenir la CNIL. Sinon, si c'est découvert après, avant, tu as des circonstances atténuantes peut-être, après, tu es obligé de signer ton chèque. Donc par exemple, si je prends des prestataires, moi il y a une astuce qui dirait, je vais prendre des prestataires qui seront hors de l'Europe et puis ça s'appliquera pas. Moi, mes informations elles sont là et après les prestataires, ils vont traiter les infos. Et ben non, en fait, t'es responsable de tous tes prestataires et tes prestataires vont dépendre de ton DOP. Et donc, s'ils répondent pas aux normes, ben c'est toi qui payes pour eux. Ok. Alors, donc, voilà, moi, c'est bien, mais mon infrastructure de ma boîte, elle me permet pas de mettre tout ça en place. Et ben, il va quand même falloir le faire. Donc, toute la chaîne des données, elle devrait être claire, explicable, auditable, et tous les futurs projets qui vont être faits au niveau technique vont devoir répondre aux normes de la GDPR. Donc ça s'appelle le Privacy by Design. Donc ça veut dire que normalement, chaque projet que tu vas mettre en place, il devra être normé, un peu comme il y avait les normes ISO, il devra être normé GDPR et pouvoir répondre à la loi et aux données de suppression des infos, d'anonymisation des infos. Voilà, à partir donc de mai 2018, tout ce que tu feras devra rentrer dans la norme. Uniquement en Europe, hein. On est bien d'accord. Uniquement en Europe ou pour les personnes, pour des données de personnes qui sont européennes. Donc ça élargit vite le spectre. D'où le fait que les GAFA vont devoir installer des data centers en Europe. Et donc voilà, ça risque de créer, comme tu le disais, pas mal d'emplois parce que des DOP, tu vas pas forcément avoir les structures qui va pouvoir te permettre de le gérer en interne, de créer un poste, puis après t'es peut-être une trop petite boîte pour avoir un poste fixe qui fait ça. Donc je pense que vous pouvez vous douter que maintenant, regardez un petit peu les posts sur LinkedIn d'ici 6 mois et des consultants en DOP ou des DOP externes ou des experts en sécurité personnelle, vous risquez d'en voir surgir un paquet et qui risque bien entendu de se faire payer un bras. Voilà pour le GDPR. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il serait temps d'envisager une reconversion alors. Ça peut être un bon moyen, ouais. Bon alors, ça vous fait peur, ça vous fait pas peur, vous en êtes content ? Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de vos sociétés ou des grosses boîtes, par exemple ? Je pense qu'elles s'en foutent. Ah, j'ai perdu ma voix. Ah ! Je pense qu'elles s'en foutent parce que l'amende n'est pas assez grande et que 20 millions, ça fait beaucoup d'argent pour un seul homme. Mais que ça se budgétise, ça se provisionne. Dans le secteur bancaire où je bosse, ça représente une demi-journée de travail d'un trader. Oui, non, c'est pas impossible. Et même 4%, j'ai calculé, 4% de ton chiffre d'affaires, si jamais on enlevait le cap de 20 millions et qu'on disait c'est 4% sans cap, 4% sans cap, c'est dur à dire. C'est encore jouable. La BNP a payé une amende de 9 milliards d'euros qui représente 20% de son chiffre d'affaires et n'est pas morte. Alors certes, il n'y a pas eu de bonus cette année-là pour les gens. D'accord. On peut tirer la gueule, mais elle avait provisionné le truc. Et comme tu disais un peu, si je suis une grande entreprise comme Peugeot et que je dois mettre en place cette réglementation, le coût du projet me coûtera 10 fois le coût de l'amende. Donc, OSEF.
D'accord. Mais C'est du- après, quand tu parles du milieu bancaire, est-ce que tu penses pas que déjà les informations sont déjà sécurisées d'une certaine façon? Après, des lois, il y en avait qui existaient avant. Il y avait des normes, une directive européenne qui était déjà passée en 95. Ça veut pas dire que pour des milieux qui sont déjà un petit peu touchy ou un petit peu sensibles, je pense que le travail devait déjà être fait pas mal. Mais Alors en fait, pour tout un tas d'autres sociétés, ou même déjà en interne, parce que c'est mais pas même en quelque interne, pour avoir bossé pour des clients chez qui on devait faire des dictionnaires de données sensibles, on passait 3 mois à 3 consultants pour recenser 50 données. Parce que c'est tellement compliqué de savoir où la donnée est créée, par où elle passe, où elle est stockée, où est-ce qu'elle est répliquée, etc., que j'imagine même pas comment toutes les boîtes de plus de 250 employés le temps qu'elles vont devoir passer pour pouvoir recenser ça et ainsi activer le mécanisme d'effacement à chaque fois qu'un client le demandera. Je comprends le besoin derrière et la noble idée que veut promouvoir la Commission européenne, mais on a des boîtes. Hein, je travaille dans des boîtes. La cartographie applicative de la boîte, ça tient sur d'une feuille A1, quoi. Donc, avec des tout petits carrés qui représentent chacun des applications, c'est impossible. C'est juste, mais impossible. Donc, À ton avis, pourquoi, dans ces cas-là, les boîtes comme Amazon et compagnie essayent de réagir le plus vite possible? elles réagissent parce Dans la qu'elles com, suivent au moins. dans la com. Dans leur façon de communiquer et de dire qu'ils vont être respectueux de ça. À la limite, Ils font le minimum visible. Ils font le minimum visible et ils suivent un mouvement qui a été initié par les Russes et les Chinois de rapatrier des data centers dans les pays où ils opèrent parce que les services du gouvernement veulent pouvoir accéder aux données de leurs ressortissants. Mais le problème, c'est que ta donnée, à partir du moment où elle est accessible depuis un autre pays, les réglementations estiment qu'elle est aussi hébergée depuis ce même pays. Donc une donnée stockée en France accédée depuis un prestataire tiers marocain est considérée comme stockée au Maroc et du coup tu dois faire une déclaration à la CNIL. Donc toutes les entreprises qui utilisent toutes des prestataires à l'étranger pour des raisons de coût en dehors de l'Union européenne devront encore plus faire de travail pour recenser qui a accès à quoi, etc. J'imagine même pas la somme de Si le travail. prestataire tombe, c'est le donneur d'ordre qui paye. Bien sûr, tu es responsable de ta chaîne de bout en bout. Donc, je pense que les entreprises feront preuve d'un pragmatisme économique qui est cher à Manu, notre président, et s'en foutront. À moins que l'Union européenne mette des amendes plus chères, enfin plus grandes. Et à un moment, les ministres du travail ou les ministres de l'économie iront voir la Commission européenne et leur diront « Vous êtes gentils avec vos amendes, mais ça tue l'emploi dans notre pays, donc va falloir qu'on trouve un moyen de faire autrement. » Ok. Mais j'aurais bien aimé savoir, par exemple, combien ça a coûté à Google de mettre en place son droit à l'oubli. Qui est un peu dans la même démarche, tu vois. Et parce qu'à mon avis, ça n'a pas dû être simple quand même. Hein. Ouais, mais je pense que de toute façon, voilà, c'est ce qui était assez important dans la chronique, c'est que ça a un coût et ça a une importance. C'est une dimension énorme et tentaculaire dans tout ce qu'il faut faire dans la gestion des data, quoi. Et enfin, et après, promis, je vous laisse la parole. Faut pas oublier que dans le secteur bancaire, il y a une grande révolution qui est en train d'avoir lieu, qui est que aujourd'hui, si tu veux tout savoir de quelqu'un, si tu as son historique de navigation internet et son compte bancaire, tu connais toute sa vie. Pratiquement. Et les banques commencent à se dire que ça serait bien qu'on monétise ou qu'on utilise ces données pour proposer des nouveaux produits, vraiment à des fins commerciales, quoi. Et quand elles vont... C'est déjà... Ça a commencé, mais le mot, quand ça va arriver au rythme de croisière, mais je pense qu'elles auront aucun intérêt à supprimer ces données parce que elles pourront plutôt les vendre et gagner bien plus de fric avec.
Ok, les autres, vous avez un avis peut-être? Moi, prêt ouais, le point que je vois surtout, c'est le rapport, parce que là, on parle beaucoup du coût pour les entreprises, mais le point le plus important pour moi, c'est le coût du contrôle. Et le coût du contrôle est énormissime pour un truc pareil, parce qu'il y a quand même des paliers de qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Enfin, la CNIL a déjà du mal avec des aspects qui sont pourtant extrêmement simples à vérifier, ne serait-ce que ce qu'ils ont mis en place il y a à peu près 3 ans sur les cookies et le fait que chaque site internet en Europe devait enfin pour la CNIL, Mettre vu une que c'est la CNIL, bannière, c'est ouais. plus la France, mais mettre la petite bannière disant nous captons des données, blablabla. Ça n'a quasiment rien donné. La dernière actu que j'avais vu passer, c'était en 2015, 150 sites mis en demeure. 150 sites par rapport aux milliers milliers au pluriel qui ne respectent pas cette petite mesure où il suffit d'aller sur le site et de voir s'il y a une bannière pour pouvoir agir et condamner les contrevenants. J'ai du mal à imaginer la CNIL réussir à déployer une armada de contrôleurs pour le coup, entre les amendes qui représentent pas grand-chose pour des boîtes immenses et le temps passé à contrôler, enfin c'est des véritables audits de tous les systèmes possibles et imaginables. On le disait, c'est les RH, mais aussi la paye, tous les services, compta, n'importe. Ça va être une usine à gaz qui est incroyable. Et pour moi, c'est là où on en arrive à la question de pourquoi les GAFA agissent. Bah, c'est parce que ça serait les premiers et les seuls à la limite à être contrôlés. Tu vas avoir 4, 5, 10 acteurs qui vont être contrôlés, et après les milliers de boîtes qu'il y a derrière, mais jamais ils vont être inquiétés. Personne n'aura le temps de se dire que fait la petite PME Intel de 300 salariés. On n'en a absolument rien à faire. Personne ne va prendre le temps de faire ça. Non. Je n'y crois pas. D'accord, mais après je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où c'est un peu... pour le moment, t'avais personne qui avait le devoir de gérer ces infos. Donc bah voilà, de contrôler, c'est que t'allais envoyer un inspecteur et puis qui allait devoir fouiller dans tous les dossiers. Maintenant, toutes les boîtes en Europe vont devoir être claires du début à la fin de la chaîne pour pouvoir, s'il y a un audit, y répondre rapidement. C'est un petit peu comme te prendre dans une boîte, avoir un contrôleur de gestion pour ce qui est finance. Là, maintenant, on t'oblige à avoir un contrôleur de gestion. Ouais, mais tu vois, le fait, ce que j'évoquais qui nécessite même pas de prendre contact avec la boîte pour ne serait-ce que notifier d'un audit à venir, où tu vas sur le site et tu vérifies s'il y a une bannière, et là, hop, t'envoies un courrier en disant on vous envoie une mise en demeure. Ça se fait déjà pas. Donc, après, je comprends hein, s'ils peuvent récupérer quelques vingtaines de millions et que par la procédure dont tu parles, ça c'est relativement simplifié. Mais malgré tout, je pense que les PME vont pas être trop embêtés, et donc en effet des acteurs très visibles comme les GAFA, ils ont un peu peur parce qu'ils sont très très visibles et ils vont être les premiers à être taquinés. Les autres, Personnellement, ce qui me... je doute. Vas-y, Oui, François. personnellement, ce qui me plaît, quoi, Vas-y. j'ai envie de dire OSEF, quoi j'ai envie de dire OSEF, le contenu de la directive, mais moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est pas le contenu, mais je sais pas, le contenant, on va dire. Dans le sens où il y a plusieurs, je dirais, bonnes pratiques, selon moi. La première bonne pratique, c'est le côté l'extraterritorialisation de la loi. C'est-à-dire qu'elle agit en dehors du territoire européen, un peu comme ce qu'on a avec le dollar. C'est-à-dire que si vous faites une transaction en dollars, en fait, vous êtes sous la juridiction américaine. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Et j'espère que ça va se développer au-delà des données personnelles, mais sur d'autres choses. Par exemple, est-ce que le produit qui est importé, est-ce qu'il vient d'un pays qui a signé le protocole de Paris sur le réchauffement climatique et tout ça, pourquoi pas. Aussi, un truc que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est un peu du protectionnisme caché. Puisque dans le sens où, quelque part, Amazon, Microsoft, tous les GAFA sont obligés d'installer des data centers en Europe. Donc, comme on l'a dit, ça fait des emplois européens. Et aussi,
Je rappelle l'histoire de Google qui n'a pas payé, auquel le fisc demande, je crois que c'est 1 milliard d'arriérés d'impôts. Mais finalement, la justice a cassé cette décision, puisque selon... en Irlande selon ou un elle, truc comme ça. Ah non, c'était pas. Non, c'était pas le Google, fisc c'était Apple. devait... Ouais. Google devait, selon le fisc, avait je crois que c'est 1 milliard et quelques d'impôts à payer, d'arriérés. Mais la justice a cassé cette décision et la justification, c'était que non, parce que Google n'avait pas d'établissement stable en France. Et est-ce qu'un serveur, un gros serveur, est-ce que ce ne serait pas un établissement stable maintenant ? Donc à mon avis, ce sera bien plus facile d'un point de vue au niveau des taxes aussi de reprendre notre dû. Voilà. Tu n'es pas en France, hein, je te le rappelle. Aussi, j'ai regardé, j'ai un peu vérifié les programmes politiques lors des élections européennes de 2014. Et quel parti avait ça dans son programme ? Eh bien, c'était le parti Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire le seul parti qui construisait son programme en fait en collaboration avec les autres partis européens. Et là, suivez mon regard qui se dirige tout droit vers Emmanuel Macron et sa proposition d'une élection non pas nationale, mais d'une élection pan-européenne des membres, des députés, des eurodéputés. Voilà. Ce qui pourrait être intéressant. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter Oui, sur cette une chronique ? Vas-y, dernière Sous-X. chose. Du coup, je pense que ta chronique interagit énormément avec les CGV, enfin les CGV, les conditions d'utilisation, les CU, ouais c'est ça. Conditions générales d'utilisation, donc les CGU. Le truc qu'il y a, c'est que Facebook est bien connu au même titre qu'Apple, hein. Mais surtout Facebook, parce qu'il me semble que quelqu'un avait demandé à récupérer l'intégralité de ces données ou non, c'est le, pardon. Ce que je voulais dire, c'est le mec qui s'est fait supprimer sa photo de tableau. Où on voyait le sexe d'une femme, je sais plus quel tableau. L'origine du monde ? L'origine du monde, exactement, merci. Et dans les CGU, en fait, ça dit que si jugement il doit y avoir, il doit se faire uniquement en Californie. Est-ce que dans les CGU, les GAFA éventuellement pourraient intégrer une clause qui dirait bah écoutez, vos données seront stockées ailleurs qu'en Europe, bien que la loi en vigueur européenne dise que blabla machin truc, et si vous cochez la case, allez bien vous faire foutre, au même titre que Apple en Europe. Alors là ça me touche directement en tant que commerçant, puisque la loi européenne aujourd'hui stipule que pour tout produit informatique high-tech qui touche à la nouvelle technologie, on est censé avoir 2 ans de garantie constructeur. Apple, aujourd'hui en Europe, n'assume qu'une seule année de garantie. Bande de bâtards. Voilà. Donc... Mais c'est vraiment des enculés, ça. Oui. Déjà, avec aussi une directive sur les chargeurs. Les chargeurs, ça doit être des trucs comme tout le monde a, seulement Apple fait chier. Voilà. Donc hors du débat, pardon. Oui, non mais est-ce que le fait de cocher la case dans le CGU en disant bah écoutez, j'accepte que mes données soient stockées ailleurs, est-ce que ça sera valide ou est-ce que ça sera hors la loi ? A priori, tu pourras pas cocher que tes données soient stockées ailleurs. Normalement, elles devront être stockées en Europe, déjà. Donc après, c'est sur la conservation des données où tu peux dire oui, j'autorise à ce que... Mais de toute façon, normalement, les boîtes vont être obligées de les stocker en Europe, quoi qu'il arrive. Donc les CGU, en fait, vont devoir être modifiés obligatoirement pour les citoyens européens. C'est ça. Ok. Et alors, par contre, après, là, sous peine de mise à mort. Sous peine de thunes.
Après, là, on repensait à ce côté-là de la chose. Le but du jeu, quand même, à la base, c'est de se dire s'il y a une fuite de données, parce que on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'attaques sur les sociétés qui ont des fuites de données, c'était de protéger les gens et les informations personnelles des gens pour pas que ton numéro de carte bleue se retrouve partout. Si le but du jeu, c'est de pouvoir se dire si jamais ça se reproduit, il y a quelque chose, les gens vont pouvoir réagir et anonymement changer leurs informations, l'endroit où elles sont stockées, et que a priori les informations sensibles soient pas divulguées. Bah, moi, le truc que je ressors énormément de ta chronique, au final, c'est que t'es en train de nous dire qu'on est en train de mettre en place une loi qui dit on est propriétaire de nos données. C'est ça. Mais on n'est pas capable de les stocker nous et de donner accès en fait à ce qu'on veut au moment où il faudrait. C'est Et le point Gromly. On a eu le point Gromly, ouais. Bon, d'accord, bah, j'arrête. Mais je pense que c'est le plus important. Attention, le temps. Il faudrait qu'on soit nous propriétaires de nos données et qu'on soit capable de distribuer les informations au Mais moment. pour le moment, tu dis je veux qu'elle soit à cet endroit-là et qu'elle soit supprimée si j'ai Oui, plus envie. mais tu n'es pas pourras choisir propriétaire. a priori. Tu n'es pas propriétaire. Alors que ça reste tes données malgré tout. Voilà. J'arrête de vous faire chier. Mais non. Jamais. Sur cette intervention péremptoire de Kepra que l'on enchaîne avec sa chronique. Kepra, le sol est à toi. Le micro est à toi. Internet 24/7, fausse bonne idée? Mon sujet du jour est tout avoir à disposition, donc grâce au numérique évidemment. Est-ce finalement une malédiction? Les mots sont lourds. Nous vivons une époque magnifique. Vous le savez tous, en quelques secondes, par des gestes assez simples, voire même par la parole, merci à Siri, Alexa et autres assistants Google, nous passons d'une série au suivi de ce que deviennent nos amis à des fonctions pro, à des jeux, à du e-commerce. Bref, je ne vais pas vous redéfinir le numérique. Mais n'arrivons-nous pas à un niveau de simplicité pouvant devenir contre-productif? Les utilisateurs sont-ils réellement capables de rester acteurs de leur vie dans ce monde où tout leur est donné, une sorte de béquet numérique? On remarquera d'ailleurs à travers cette expression qu'une béquet digitale n'aurait aucun sens. Donc disons numérique. Parfois j'envie mes parents qui avaient ce luxe de choisir chaque activité en mesurant inévitablement les implications, tant chacune représentait un effort et une ressource associée en temps, en argent, en effort intellectuel. Instant nostalgie, aussi appelé vieux con. Souvenez-vous de vos devoirs à l'école. Je pense qu'on est à peu près de la même génération. Moi, j'avais des, Oui, c'est bon, les des petits ne sont pas là. des devoirs de géographie que j'adorais. Et ma chère professeure de géographie, Madame Mauger, bonjour à elle, nous demandait de constituer des dossiers sur certains pays pour en représenter les caractéristiques majeures. Tout cela lançait une démarche d'investigation qui se finissait généralement dans les Géo et autres revues, magazines, en découpant des photos de désert, la toundra, d'étendues de glace sans fin, en prenant soin de choisir les bonnes, de les coller, etc. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses... Alors, je n'ai pas encore expérimenté l'éducation des années 2010, mais d'après des échos que j'ai eus, c'est moins manuel que ça. Alors oui, ces innovations représentent des bénéfices incroyables par rapport à ce que les générations ont pu connaître. Un classique de toutes les révolutions industrielles et technologiques. Mais l'homme, avec un grand H pour ne pas faire de sexisme, et encore dire l'homme correspond à du sexisme, instinctivement attiré par la facilité, saura-t-il conserver son rôle d'acteur sans devenir un légume à la solde des intelligences artificielles, sans même s'en rendre compte? Des esprits plus affûtés et curieux, pensant toujours à aller au-delà de ce qui leur est servi pré-mâché et prédigéré. Mais qu'en est-il de la masse, pour qui Internet n'est finalement que le temps de cerveau disponible qu'était hier TF1? Alors évidemment, il y a des initiatives dans l'éducation où on voit qu'on essaye d'apprendre aux jeunes à utiliser les technologies, à coder, etc. Ce qui n'est pas réellement le problème, parce qu'on le voit régulièrement que les nouvelles générations
de manière technique, maîtrisent bien mieux les outils que les générations plus anciennes. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas surtout valoriser tout ce qui se passe en dehors et faire comprendre aux nouvelles générations la valeur de penser par soi-même et de vivre parfois un peu déconnecté et de devoir se démener. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voyez plutôt le verre à moitié plein d'un éventail de possibles tendant vers l'infini, ou est-ce que, à l'image de ce que je résume ici de manière un peu vulgaire, vous voyez plutôt un verre à moitié vide d'évolutions technologiques qui vont avoir tendance à limiter le besoin de penser de l'homme et de la femme, au risque de diviser encore plus entre celles et ceux qui exploitent au maximum ce potentiel infini et les autres, bercés par des outils qui guident leur vie et dont ils deviennent esclaves. Oh putain. C'était beau. François Courtis. Moi, je vais replonger aussi dans l'instant nostalgie. Si je me rappelle, en fait, le seul dossier, le seul devoir que je devais faire et dont je me rappelle, c'était un dossier sur Richard Cœur de Lion. Et donc à l'époque, il fallait aller à la médiathèque et donc au rayon enfant, on avait trouvé, parce que donc on était deux et pour ce travail, et on avait trouvé un seul livre sur Richard Cœur de Lion, machin. Donc on a fait 3 photocopies. À l'époque, ça devait être 50 centimes de francs chaque photocopie, attention. Ce qui correspond à peu près 8 centimes. Faisons la conversion pour les gens n'ayant pas connu le franc. Et voilà. Sauf que c'était un livre donc pour enfants. Donc quelque part pré-mâché, pré-digéré. Donc c'est un peu le reproche que tu fais déjà aux jeunes qui ont maintenant l'internet. Mais là où je veux en venir, c'est que si je me déplace, je fais une translation dans le temps de plus 20 ans. On va dire que j'ai 10 ans et que j'ai le même dossier à faire, donc je vais sur Wikipédia. J'ai 10 ans. Et sauf que je sais que c'est pas vrai, mais sauf que sur Wikipédia, dans l'article, il y a des informations assez érotiques sur l'homosexualité de Richard Cœur de Lion que tu n'avais pas à l'époque. Oui, dans ce livre pré-mâché pour enfants. Et là où je veux en venir, c'est que en tant qu'élève, moi je dois faire de la curation, savoir avoir l'intelligence sociale de choisir, par exemple, de censurer l'érotisme homosexuel, puisque je sais que ma prof, tout ça, que ça va mal passer. Donc, en fait, d'une intelligence... tu développes une intelligence autre, tu développes une intelligence sociale. Donc, quelque part, tu arrives au même point, selon moi. Tout à fait. Et en fait, je suis peut-être être celui qui a le plus d'espoir un petit peu là-dedans. Parce que je vais voir donc le côté, le verre plutôt à moitié plein. Parce que est-ce que la technologie, ça remplace l'âme humaine ou l'humain tel qu'il est? Je suis pas sûr. Des gens flemmards, t'en avais il y a 15 ans, 20 ans, 50 ans, t'en as maintenant. Et des gens curieux, t'en as maintenant et aux mêmes périodes. Et donc, il y a 30 ans, tu t'apprenais un mot, tu le connaissais pas et tu le notais dans un coin et tu disais je vais le chercher dans le dictionnaire. Et je pense que les gens paresseux, ils le faisaient pas, ils pouvaient se noter des mots et ils allaient pas le chercher forcément dans le dictionnaire. Là, maintenant, t'as la possibilité de côté instantané de te dire, pour les gens curieux, il y a un truc que je connais pas, tu peux faire directement Google et avoir la définition et apprendre ton mot. Donc si t'as pas envie de l'apprendre, tu l'apprendras jamais, tu taperas pas sur Google et tu partiras sur d'autres choses qui seront pas forcément des choses qu'on t'impose, mais de la gestion de temps où tu vas préférer envoyer des snaps à tes copains, effectivement, des Snapchat à tes potes. Mais pour les gens curieux, quand même, le fait d'avoir tout à disposition, c'est quand même pas mal. Ça te permet de rebondir sur quelque chose. Tu cherches une info, tu la trouves, et si t'es un peu curieux, tu peux aller chercher l'info d'à côté, l'info qui pourrait t'intéresser sur un sujet qui est juste connexe, alors que tu pouvais pas le faire avant. Je suis tellement pas d'accord. Tu regardais ton truc, tu regardais ta définition et t'avais pas quelque chose qui pouvait te renvoyer un petit peu sur quelque chose de proche et quelque chose qui pourrait t'intéresser. Donc après,
Ouais, j'admire ton enthousiasme et ton positivisme, mais malheureusement, Il en faut un, t'inquiète, je suis avec toi, Chaos. Je sais pas si vous avez beaucoup de monde dans votre entourage qui est dans l'enseignement, etc. Mais Pas on mal. est clairement à chaque fois dans tout ce qui est mesure éducative vers une normalisation vers le bas. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on ne peut pas mettre en avant les gens pour qu'ils réussissent au mieux. Le principe, c'est de se dire, ah bah non, mais on peut pas laisser le petit dernier là qui est à la traîne. Donc en général, ce qui est la manière dont on éduque dans le système éducatif, c'est de te dire, ah bah il faut quand même que tous les élèves aient au moins ça. Donc la base de la manière dont les gens sont éduqués, c'est cette Mais- normalisation. Donc c'est sûr qu'il y en a des plus Et ça curieux, supprime la curiosité. T'as jamais été curieux à un moment d'avoir Non, quelque chose je dis justement que il y a d'autant plus un grand écart entre la minorité très très curieuse, volontaire, etc. et la majorité qui va suivre le mouvement du ah ben non, il faut au minimum faire ça, et c'est le minimum qui est atteint. Quand tu te retrouvais pour faire des démarches assez basiques. Moi, je suis le premier, hein, je suis bien content qu'on soit dans un monde où t'as plus rien à faire. Enfin, t'as plus rien. Il y a de moins en moins de choses à faire par papier. Ta déclaration d'impôt, si j'avais vécu il y a 50 ans, je pense que j'aurais, je sais pas, je serais allé dans la campagne et j'aurais fait en sorte d'être inconnu des services. Je sais pas, je sais comment la maladie là, le fait de ne pas La phobie administrative. La phobie non, administrative. la phobie administrative, je pense que j'aurais été fortement atteint de phobie administrative. Donc en effet, c'est magnifique de se simplifier les tâches. Mais il y a en effet, à une époque pas si lointaine, s'il y avait besoin que tu fasses quelque chose, tu devais prendre des mesures pour y arriver. Là, je suis d'accord avec toi, il y a toujours des gens curieux, et c'est ce que je disais dans la chronique, c'est que tu as bien sûr les esprits les plus affûtés, les plus curieux qui, eux, vont aller au-delà de tout et vont avoir un accès à plein de choses. Et moi, je suis très content d'avoir accès à tout ça. Mais la masse du peuple, les gens, comme on dit, je suis pas sûr Hashtag que... les gens. Hashtag les gens, je suis pas sûr que ça soit si bénéfique. Et on le voit bien avec... on essaye de limiter nos chroniques à l'école des facs, donc je suis pas allé jusque-là. Mais on le voit bien à travers l'ordre d'évolution de l'Internet. Tu vois, ça commence par un truc très simple qui était le AOL, par exemple, où tu t'étais sur un service et t'avais accès à plusieurs choses et tu sortais pas trop de ça. On est allé vers un web un peu plus développé où tu pouvais aller vers des forums, vers ci, vers ça. Est-ce que quand Internet est devenu massif et quand certains estiment que... Quand tu vois comment certains estiment que le web est né, la date qu'ils évoquent, c'est en gros le développement de Facebook. T'en as plein qui disent le web c'est 2006-2007, c'est la démocratisation. Et c'est devenu quoi? C'est le web, pour la plupart des gens, c'est Facebook. Le côté Facebook, et tu peux rajouter Wikipédia, enfin Wikipédia, comme on dit en Pologne. Mais à part Facebook n'existe même plus, c'est Snapchat maintenant. Oui, d'accord. Donc Snapchat, mais si je prenais pas forcément les jeunes générations, mais un peu tout le monde, la masse des gens, ils vont sur Facebook, Wikipédia. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Les gens qui vont contribuer ou se renseigner sur d'autres services que les top 2-3 Doctissimo, Wikipédia, Facebook, c'est très rare, je pense. Drop the mic. Loise. Alors, moi je suis optimiste, je suis team optimiste, je suis hashtag optimiste Yes, merci. avec Chaos. avec moi. Ah, et avec toi, pardon François. J'estime que cette démocratisation de l'accès au savoir a permis de détruire des barrières sociologiques. Dans le Il le sens dit vachement où... mieux que moi, c'est fou. Dans le sens où avant, quand tu faisais ton exposé là de Richard Cœur de Lion pour ton examen d'histoire, bah ouais, tu pouvais aller à la médiathèque, mais bon, si t'avais l'encyclopédie en carta chez toi,
bah tu gagnais déjà du temps, tu vois. Et il y avait une sorte, enfin, je prends un exemple assez sommaire, mais l'accès à l'information était quand même vachement dépendant des ressources de ta famille. Alors que maintenant, c'est gratuit. Ce qui fait que moi, quand je fais un entretien d'embauche, par exemple, je m'en bats les couilles de savoir si la personne a la connaissance. Alors, je m'en bats les couilles, c'est vrai et faux. Je regarde quand même s'il y a le vernis, mais j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui connaît tout par cœur. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui réfléchit bien et vite. Et du coup, ça permet, le fait d'avoir toute cette donnée, enfin toute cette connaissance accessible très facilement, ça permet plutôt de mettre en avant les gens qui ont une tête bien faite. Et c'est pour ça qu'il faut souvent faire la différence entre instruction et éducation, parce que c'est vraiment deux choses différentes. J'ai toujours détesté à l'école apprendre des trucs par cœur qui me servent à rien. Tu vois. J'ai trouvé ça mais tellement aberrant de devoir apprendre tant de choses qui ne me serviront à rien, mais vraiment à rien. Ça peut être de la culture G, mais j'irai jamais faire un jeu télévisé pour répondre à ce genre de questions. Et je m'en bats les couilles. Si j'ai besoin d'avoir la réponse, j'irai sur Google et je lui demanderai c'était quoi. Connaissez-vous les paroles Mais c'est pareil. Et du coup, on a fait des gens. J'ai plein de griefs contre la génération Snapchat, mais j'ai pas celle-là. C'est juste je trouve que c'est des gens qui sont beaucoup plus intelligents que nous dans le sens où ils ne perdent pas de temps à apprendre des trucs par cœur et ils l'utilisent à faire autre chose. Alors parfois à mauvais escient, mais parfois à bon escient. J'ai quand même l'impression que dans les gens qui sortent des écoles maintenant, on a quand même beaucoup plus de gens qui veulent entreprendre qu'auparavant. Et je pense que le fait d'avoir eu accès à toute cette information, plus qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça joue. Alors, comme disent les Suisses. Mais par contre, c'est très contradictoire ce que tu dis. Enfin, une partie de ce que tu dis là, la dernière partie sur le fait d'entreprendre, ça je veux bien en effet. Le fait d'entreprendre, je veux bien que ce soit un facilitateur grâce à l'internet, l'accès à l'information. Mais par contre, le fait d'une tête bien faite, moi je parle pas du tout de l'apprentissage et le fait d'avoir une connaissance, apprendre par cœur, etc. Au contraire, je dis, c'est le fait qu'il y avait une démarche pour aller chercher de l'information, une démarche, une manière de penser justement qui faisait qu'il y avait des têtes bien faites. Là, ce dont je parle, c'est le parallèle entre avant, il y avait une démarche nécessaire et une manière de réfléchir pour trouver des informations, le fait de se démener. Aujourd'hui, alors qu'il y a plein d'options pour faire ça, et je le vois justement quand tu parles de jeunes diplômés, je le vois, il y en a énormément qui utilisent les outils qui sont à leur disposition de manière extrêmement basique parce que justement oui, je vais sur Google, je cherche l'information et je la trouve copie-colle. et je copie pas que le côté copier-coller, ça je suis totalement d'accord avec toi qu'il n'y a pas forcément besoin de connaître les informations. Le point c'est j'ai tapé 2 mots-clés dans Google, j'ai trouvé une information et je la prends et ça y est, c'est réglé. Il n'y a pas le côté tête bien faite, je vois pas en quoi il est reflété à travers ça. Mais j'irai encore plus loin. L'intelligence, c'est justement de curer ces informations, c'est comme je disais. Parce que on est d'accord. Et ça... Mais avant la démarche, c'était quoi ? Avant la démarche, c'était perdre son temps pour aller prendre le bus ligne 13 jusqu'à la médiathèque et tout ça, franchement. Mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, hein. Oui, c'est vrai, mais le gros problème aujourd'hui, et je suis entièrement d'accord avec Kepra, c'est que aujourd'hui l'information est immédiatement accessible. Le problème, c'est que on ne retient pas l'information en fait. On a accès à l'information immédiatement, donc on te pose une question. Quoi, c'est grave de ne pas retenir l'information si de toute façon en 2 clics tu la retrouves après. Mais le jour où t'as plus d'électricité, on en revient au même problème. Non, laissez-moi finir. C'est exactement comme le cloud gaming épisode 2, si je dis pas de bêtises, avec la chronique de Flash Thompson. Le jour où t'as plus d'électricité, t'as plus internet, tu n'as plus accès à l'information, tu ne sais rien. Donc non,
Non, le cerveau humain est capable d'apprendre, est capable de retenir. Il faut développer cette capacité à retenir, comme dit François, à réfléchir. Mais pour pouvoir réfléchir, il faut intégrer de l'information, il faut la retenir. Et donc non, c'est pas juste tu tapes un truc sur Google, tu le lis, tu comprends, tu le redistribues. Non, il faut que tu l'intègres, il faut que tu le digères, il faut que ça devienne... une partie de ta culture s'il y a et plus de ta d'électricité, mémoire. il n'y a plus d'internet, savoir que 1515 c'est Marignan sera le dernier de tes soucis, quoi. Non, mais... Et l'intelligence, c'est pas d'avoir des données, mais c'est de mettre en relation des données. Tu vois, là, dans le traitement des langues, on est en train de Skype, et donc Microsoft est capable de traduire ce que tu dis dans une autre langue, en anglais, en espagnol. Est-ce que dans 20 ans, ça sera encore utile vraiment d'apprendre d'autres langues étrangères, puisque tu pourras sûrement parler dans un micro qui sortira directement dans la langue de ton interlocuteur. Et c'est là où tu as la question de la tête bien faite. C'est pas tant le fait de connaître la langue, ça je m'en moque, et c'est pareil que tous les autres éléments que j'ai évoqués, c'est pas le fait. Non, mais c'est pas le fait d'apprendre la langue, c'est pas le fait de connaître la langue, justement, c'est le processus d'apprendre quelque chose. Le fait d'avoir fait une démarche qui fait que tu as appris. La tête bien faite, ça, c'est extrêmement réducteur. Ah, mais ça, je prenais ça par rapport à l'expression utilisée par Loise. Par moi. Oui, ben voilà. Sur le fait qu'il aimait bien voir. C'est du nazisme algérien. Je vais parler comme ça maintenant. Bah oui. Alors moi je vais réutiliser le mot curiosité pour éviter qu'on reparte sur les têtes bien faites, sur les mecs qui... voilà tout ça. Non mais après, là vous m'avez fait rebalancer un petit peu du côté verre à moitié vide pour le coup en se disant oui, dans 10 ans Skype il nous traduit tout, on n'a plus envie d'apprendre les langues, c'est un petit peu triste. Mais moi je reste persuadé que on peut avec... avoir envie de rebondir sur des informations qu'on n'avait pas forcément avant. Je trouve quelque chose, ça m'amène vers quelque chose d'autre et je peux apprendre d'autres choses. Oui, mais si t'as pas de background, si t'as pas accumulé d'informations, tu peux pas rebondir. C'est ça qui est chiant. T'as pas de ballon non plus. Mais non, mais... Et on parle entre gens... Enfin, si on est en train de parler dans un podcast, c'est bien qu'on a cette démarche-là. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est pas me dire pour moi et pour les gens comme nous entre guillemets, pour qui en effet c'est une grande force d'avoir tout ça. Mais c'est je que sais derrière bien, tout ça, vous dites que il y a 80 ou 90% de la population qui ne réfléchit pas plus loin que. Non mais là tu juges. J'ai accès à un truc. Non là tu juges. Je ne juge pas. C'est pas lié à la technologie. T'as pas d'études, tu nous sors pas de chiffres. Voici Gala qui a dit que 90%. C'est une étude Opinionway. Qui a dit je sais ça pas. Regarde, il y a combien 6 millions de personnes qui regardent le JT de 13h sur TF1 en disant que le Discord des Insoumis a été créé par. Voilà. Le Discord comme application a été créé par les Insoumis. En effet. Mais non, mais c'est si t'accumules pas de l'information, tu peux pas avoir de raisonnement critique. Et pourquoi t'en accumulerais pas? Parce que c'est pas parce que t'en as plein à disposition que t'en accumules pas toi-même. Mais c'est ce qu'est en train de dire Kepra. Le fait d'avoir accès à l'information facilement, en fait, tu demandes à ton cerveau de se reposer et de ne pas accumuler en fait cette information. Et du coup, c'est très très bien pour ton cerveau parce que tu lui fais pas faire d'efforts, mais du coup tu le fais pas travailler. C'est pas les mêmes efforts après, mais c'est pas pareil. Mais c'est une flexibilité plus grande aussi, c'est la rapidité de traitement d'informations. Donc en effet, c'est un débat qui pourrait durer des heures, hein, je pense. François. Et on est bien parti pour. François. On va continuer, mais pourquoi on ferait pas une spéciale? Vas-y François. J'ai une culture d'ingénieur et lors de mes études, en fait, on m'a toujours expliqué que l'ingénieur, il n'a pas à connaître, il doit juste avoir une vision globale du truc pour orienter le business. Le contremaître. Et c'est tout. Ben voilà, c'est exactement ça. On va finir sur un épisode de Stargate qui traitait ce problème-là déjà.
Ils arrivent sur une planète où les gens ont tous un petit appareil qui leur permet de se connecter instantanément à tout le savoir connu par leur planète, enfin par les gens sur leur planète. Donc ils n'ont plus besoin de savoir lire, ils n'ont plus besoin de savoir quoi que ce soit. Non, c'est pas les Goa'uld. Et justement, ça dégénère. Je vous laisse regarder l'intégralité de Stargate dans l'épisode pour tomber sur cet épisode. Je ne vous spoilerai pas la fin, car le message est conservateur et passéiste. Il y a team vieux con et il y a team optimiste, c'est tout. Moi, je fais team les deux, c'est moche. Où suis-je? Et c'est sur cette belle conclusion que l'on enchaîne avec le tweet post-like. Tweet post-like, on sonne la fin de la récré. Et on va commencer avec Loise. Ah, cool. Loise, quel est ton twist post-like cette semaine? Alors, mon twist post-like cette semaine nous apprend, même si on le savait déjà un peu, que Minority Report est sur le seuil de notre porte. Parce qu'en fait, maintenant, de plus en plus, les polices utilisent des technologies de machine learning pour prévoir là où les crimes vont avoir lieu. Donc c'est sur un blog du Monde qui s'appelle Internet Actu, où il y a 2 articles qui en parlent et qui présentent plusieurs sociétés qui font de la prévention de crimes. Donc celle qui est en haut de l'article s'appelle Hunchlab et qui analyse sur... Donc en fait, comment ça fonctionne? On prend l'historique sur 50 ans de crimes commis dans une ville et avec des algorithmes de machine learning basés sur des arbres de décision et des analyses statistiques, on est capable de prédire avec un taux plutôt bon que dans les 7 prochains jours, un crime va être prévu dans ce quartier de la ville. Ce qui fait qu'on peut orienter les patrouilles avant que le crime ne soit commis. T'es chiant parce que je voulais faire une chronique là-dessus. Rien ne t'empêche de faire une chronique là-dessus. Hein. Enfin, Curtis fait bien ça avec ses propres TPL. Il fait l'inverse, lui. Il fait des TPL sur ses chroniques. J'ai peur. Sous X, mais c'est vraiment intéressant, voilà. Sous X d'ailleurs, quel est ton tweet post-like? Alors, je n'en ai aucun, malheureusement, mais éventuellement, c'est pas grave. Hein. Oui, je peux Ça arrive à tout le monde. Je peux vous recommander le dernier titre de George Barnett, aka George, celui qui avait fait la reprise de Get Lucky des Daft Punk et qui s'appelle Maniac Classique. Non, c'est pas ça. Emmerich. Je ne sais pas. Tu veux parler de son morceau qui a disparu et qui est revenu? Exactement, ouais. Morceau. Voilà. C'est Stone Cold Classic. Stone Cold Classic, pardon. Je lance un appel à toutes les personnes qui auraient l'ancienne version. Je vous en supplie, si vous avez réussi à toper l'ancienne version de ce morceau, je paye 10 €, voire 20, pour avoir l'ancienne version. Ah non, voilà. dis pas c'est 10 comme pour voire ton 20, amiibo dans d'autres podcasts. Non, tu vas pas payer du piratage. Exactement. Si tu as aussi une amiibo Bayonetta, tu Non, l'intéresses. c'est bon. Bayonetta, je l'ai. Ah, c'est bon, c'est fait. Mais je file un billet de 20 € pour qui arrivera à me retrouver l'ancienne version de Stone Cold Classic de Aka George. Voilà. Tout Merci. cet argent je vais gaspillé, chercher. ça me dégoûte. J'en profite pour signaler que la BBC recherche toujours énormément d'épisodes de Doctor Who suite à la disparition de leurs archives il y a de nombreuses années. Chaos, normalement on fait pas de tweet post-like Non, pour J'en ai pas Mais pour t'en as cette pas fois. Je crois que j'ai eu trop de temps de vu que parole t'es déjà invité, aujourd'hui. on aurait pu en faire un. Attends, bon. Ouais, Peut-être pourrais-tu parler de ton podcast en fait. Ah, wow, là, podcast, mon podcast, ouais. Donc, on a fait un podcast pendant 3 ans qui parlait un petit peu de tout ce qui était culture geek, culture pop, où on alternait des podcasts où on faisait un petit peu comme tout le monde, des recommandations, etc. Mais où on a fait pas mal, un épisode sur 2, un petit peu à thème, où vous pouvez écouter une vision d'un rôliste, d'un historien, de quelqu'un qui aime bien les comics, de quelqu'un qui aime bien les films, etc., sur les tueurs en série, les vampires, les méchants, les extraterrestres, etc., où on prenait un thème. Et on vous a fait un petit peu... Moi, j'ai
je vous ai peut-être fait un peu digresser, mais voilà, c'était des podcasts qui durent plus 3-4 heures qu'une heure. Et voilà, où on a parlé de pas mal de thèmes. Donc voilà, pour le moment, le podcast est en Chaos Theory. Voilà, c'est en Et on pause. ne le rappellera jamais jour. assez. Et comment ça s'appelle? Chaos Theory que vous pourrez trouver sur chaostheory.fr. Alors, moi, mon tweet post-like, je vous le mets, comme ça vous le découvrez en direct. C'est un article de Wired qui a quelques années déjà, qui explique pourquoi le binturong, qui est un espèce le binturong, mon animal préféré, qui est un une chat sorte ours. de chat-ours. Pourquoi est-ce que le binturong sent le popcorn chaud? Voilà, c'est assez rigolo à lire. Je vais le regarder vraiment. C'est un de mes animaux préférés. Après Voilà, la loutre. je mettrai l'article et puis l'article Wikipédia sur le binturong dans les liens de l'émission. Mais c'est quoi un biturong? C'est une sorte de chat ours. C'est un félin. Enfin, c'est un féliforme. C'est un féliforme qui vit en Asie du Sud-Est et dans les îles d'Indonésie et Océanie. Et qui Alors est pour donc, résumer, c'est un animal ultra flemmard qui vraiment a une gueule de chat mais qui est ultra épais et ça pourrait presque être un paresseux si ça avait les bras plus longs et qui pouvait se pendre à des branches. Mais c'est un animal assez exotique et assez magique à regarder. C'est assez fou. C'est vraiment un mélange entre un chat et un petit ours. T'as l'air c'est pas vachement kawaii, renseigné sur mais le sujet c'est- quand même. Ouais, parce que ça fait partie. Alors, je sais que c'est pas bien d'aller dans les zoos ou ce genre de trucs, mais je vais régulièrement au jardin des plantes. Ils sont juste à côté des pandarous. Et j'aime beaucoup cet animal. Et le chaour, c'est également un excellent fromage. hein. Voilà. Et Aussi. enfin, François Courtis. Quel est ton Alors, tweet post-like? Jésus ou un apôtre disait mais attends, aime-toi ou le Seigneur t'aimera. Alors, j'ai un truc à dire là-dessus. Non, je déconne. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi, oui. Pas aime-toi, mais. Ah, ouais, moi j'avais toujours compris. Non, mais ça, c'est la aime-toi. version de Raël. Ouais, donc aime-toi. Donc moi je me suis auto-aimé mon propre like. Parce que je trouve qu'il n'y avait pas si d'engagement. Ah oui, c'est vrai. Et donc en fait c'est une image de Tintin. Sauf que j'ai enlevé tout le visage et j'ai juste laissé le nez que j'ai transformé en téton. Et donc je l'ai appelé Tété. Tété et Milou. Belle autopromo. Je verrai les liens parce que je viens de voir l'image et forcément. Rendez-vous sur le site de l'écoledesfacs.fr hein, pour. Ah putain. Et c'est là où on est allé avoir des didascalies Pour le qui site, là, tout expliqueraient. le monde a envie de voir. Hein. Je conseille à C'est très, tous. hein. très, très visuel comme TPL. écoledesfacs.fr pour le lien du tweet de Curtis. Mais il y avait une très bonne BD en fait, c'était Tintin nu. Et en fait, il y avait toute une BD, toute une planche de BD, sauf Non, que c'est Tintin bon, était c'est bon, nu. c'est bon. Merci. On fait une pause avant la 5e heure du podcast ou pas? Allez, on s'arrête et on reprend dans quelques minutes. Et c'est ainsi que se termine l'épisode 12 de l'école des facs. Oh non. Chères auditrices, chers auditeurs, Qui a commencé merci il y a de nous un avoir jour. écoutés. C'était beaucoup trop court. Il a quand même fait d'un Ah jour. bah, il a commencé hier. hein. Il a commencé hier, quoi. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles, 5 de préférence, accompagné d'un commentaire sur iTunes, gentil de préférence. Si vous souhaitez réagir ou pourquoi pas intervenir dans une prochaine émission, faites-nous signe, on est présent sur Twitter et Facebook, @écoledesfacs. Vous pouvez également retrouver les liens de l'émission sur notre site écoledesfacs.fr, École des facs tout attaché, sans accent. Mes amis, je vous laisse le mot de la fin. Bah écoutez, les mamans là au fond de la salle, ça me semble bien. Non, les binturong, on en parlait. Non, oui, bonne soirée en fait. ta gueule. Bonjour à ma petite maman. Moi, je préfère les pandarous hein, quand même, ils ont carrément plus de classe. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Dans 2 semaines. Au revoir.
même pas quitté Audacity. Je vais le laisser lancer en fait. Des trucs que les fichiers soient bien exportés d'abord. J'imagine tellement la tête de Flash Thompson, tu sais, quand tu lui dis non, en fait, Chaos, il enregistrait pas, il faut recommencer. Ah putain, ouais, j'aurais bien aimé. Non, mais non, jamais ta vie. Il nous aurait réenregistré. Deux, trois fois Street Fighter. Il se serait barré direct. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, c'est sûr.